Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Nogaret. Vous allez bien? Ça va. Oui. Donc aujourd'hui, on va en fait parler d'actualité, d'une actualité assez forte autour de l'école et de l'éducation nationale, suite à ce qui s'est passé récemment, vendredi dernier, pour tout dire, avec la professeure de Créteil, qui s'est quand même fait agresser violemment avec un pistolet en plastique dirigé sur elle. Paraît-il, c'est une blague, c'est une boutade. Qu'est-ce que ça vous a inspiré cet épisode? D'abord, il faut annoncer que vous êtes professeur en philosophie, enseignante en Oui. philosophie, et que vous avez écrit un livre il y a quelques mois qui s'appelle Du mammouth au Titanic, où vous parlez de votre expérience de professeur, et vous avez eu affaire à ces violences-là, et vous les décrivez très bien dans le livre qu'on voit actuellement, que je vous montre actuellement. Donc voilà, qu'est-ce que cet épisode-là vous a inspiré? Diverses choses. Je pense, je n'ai pas les moyens de vérifier, mais j'ai l'intuition qu'il y a sûrement dû y avoir des vidéos de ce genre qui ont existé et tourné. Bon, moi j'ai vu passer des vidéos déjà, hein, il y a plusieurs années de profs bordélisés, on va dire, donc des vidéos circulées. Donc ce genre de mise en scène, pourquoi pas, enfin c'est tout à fait possible. Moi ce qui me questionne, je n'ai pas encore la réponse, j'ai pas encore réfléchi, mais c'est pourquoi maintenant, pourquoi est-ce que effectivement ça sort Pourquoi ça a maintenant explosé de cette manière-là? alors que c'est un phénomène qui existe depuis, C'est pas nouveau. très longtemps. En 2002, il y a le livre Les territoires perdus de la République qui pouvait évoquer ce genre de choses. Enfin, bon, donc ça n'a rien de récent. Il y a eu plusieurs sonnettes d'alarme tirées par divers auteurs, Barbara Lefebvre, Oui. bon, moi dans une moindre mesure. Donc voilà, donc ce qui m'étonne, c'est pourquoi ça prend maintenant. Voilà. En fait. Et c'est venu de la part des étudiants, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est eux qui ont diffusé l'image. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a une omerta ou peut-être une envie de se taire ou est-ce qu'on banalise cette violence à tel point que ça vient de la part des étudiants et pas de la plainte directe de la professeure? De toute façon, oui, c'est vrai, je décris dans mon livre, ce que savent en fait tous les professeurs, hein, à savoir qu'il y a effectivement une loi du silence, une omerta Organisés, oui, ils sont oui, victimes, ils sont victimes de ça. Victimes, mais ils y participent. C'est-à-dire Ouais. que moi, je ne suis pas du tout dans l'optique, oh là là, les pauvres profs, etc. Enfin, oui, les pauvres profs, mais mon opinion, c'est qu'ils participent quand même aussi à cette omerta. Et il n'y a qu'à voir lorsqu'un collègue, justement, connaît un incident grave, tout le monde fait mine de le soutenir, oh là là, c'est terrible, etc. Dès qu'il s'agit d'agir concrètement, il n'y a plus personne. Les gens disparaissent, mais en quelques heures. Hein. Il suffit même pas d'une demi-journée. Hein. Donc, et du coup, pas le balance, j'allais dire balance parce qu'on est en période de hashtag, mais on va pas dire ça. Non, le hashtag, c'est, excusez-moi, je reprends. Le hashtag, c'est pas de vague. Voilà. Donc le hashtag pas de vague, du coup, voilà. Est-ce que c'est une façon aussi de prendre la parole? Oui, c'est une façon surtout d'embrayer sur un mouvement qui s'est déjà décliné de diverses façons. Donc, je dirais que ce n'est ni très courageux, ni très novateur, hein, puisqu'ils prennent une espèce de train en marche en réalité. Alors, c'est très bien parce que du coup, effectivement, ça peut faire sortir au niveau du public des choses que jusqu'à présent, seuls les profs savaient. Enfin, je schématise, hein, Oui. mais voilà. Ceci dit, je ne suis pas sûre que ce soit une démarche, la bonne démarche. Déjà, je n'aime pas la dimension anonyme de la chose. Oui. Et je n'aime pas non plus la dimension collective quand elle est reliée à l'anonymat. C'est-à-dire le collectif, c'est très bien quand tout le monde s'affiche en son nom propre. Ensemble, voilà, exactement. Et sur un cas précis, là, c'est voilà, moi il m'est arrivé ci, moi il m'est arrivé ça. Oui, enfin c'est une espèce de collection. Voilà, ça peut durer l'infini. Je vois pas très bien ce que ça résout sur le fond, à part alimenter cette espèce de plainte. Qu'on peut, en gros, moi j'avais l'impression, pour tout vous dire, j'ai regardé, bon pas trop longtemps, mais ça m'a rappelé la salle des profs, c'est vraiment que j'appelle à titre personnel le mur des lamentations. D'accord. Et c'est fort, le mur des lamentations. Oui, mais parce qu'on rentre en salle des profs, c'est un mur des lamentations, et encore, c'est à mon avis un mur des lamentations partiel, c'est-à-dire que il y a des lamentations secrètes, intériorisées, et qui ne sortent justement que lors d'incidents graves qui se produisent, où là les gens disent mais vraiment furtivement entre deux portes, oui moi aussi tu sais, voilà. Timidement, voilà, on n'ose vraiment pas prendre la parole. Ah oui, il y a là, je pense qu'il y a une forme de honte, oui,
Il y a le fait effectivement que, et ça c'est réel et objectif, qu'il n'y a pas de soutien de l'administration sauf exception. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et la réponse qu'a pu apporter le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, ou la réponse aussi de M. Blanquer, vous préfériez évidemment avoir une réponse sécuritaire, une réponse de l'Éducation nationale? Ben, pour moi, je distingue, enfin, comment dire, ce que j'ai l'impression, moi j'ai eu l'impression, lorsque moi ça m'est arrivé ce genre d'incident, donc le lycée ne m'a absolument pas soutenue, mais pas du tout. Par contre, quand j'ai dit je vais porter plainte, j'ai eu l'impression qu'ils étaient presque soulagés, c'est-à-dire que c'est comme si... Ah, on envoyait la patate chaude voilà, à quelqu'un d'autre. C'est ça, on refilait le mistigris à la police. D'accord. Donc on m'a... j'étais étonnée, je m'attendais à une réaction inverse, au contraire. Dire oui, allez-y, oui. Voilà. N'hésitez pas, on vous montre le chemin. Voilà. Et en fait, alors j'ai porté plainte, enfin de toute façon j'avais pas besoin de quitus, je l'aurais fait de toute façon, et en réalité le proviseur aurait dû lui-même contacter la police, de façon, c'est la procédure. Oui. En fait il l'avait pas fait. Il l'a pas fait. Il l'avait pas fait, donc c'est la police qui l'a contacté. D'accord, dans l'autre sens. Voilà. Et pourquoi dis-je tout ça? Donc, sur la réponse que l'on attend de l'État. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de plus en plus d'élèves dans les établissements scolaires qui relèvent en fait du pénal. Enfin, il y en a une part qui relève de la psychiatrie, il y en a une part qui relève du pénal, que d'ailleurs on peut récupérer lorsqu'ils sortent de prison. Enfin, ce qui arrive, moi ça m'est pas arrivé, mais je connais des gens à qui c'est arrivé. Donc, machin, ah non, il est pas là, il est en prison, ah mais il revient le temps, bon d'accord, tout va bien, ok. Et la psychiatrie pouvant d'ailleurs aussi recouvrir la dimension. Bon. Donc il faut qu'au niveau de la société, oui, il y ait des réponses pénales qui peut-être dépassent celles qui existent actuellement. Oui. Et après, il faut que parallèlement, au sein de l'éducation nationale, on resanctuarise l'école. C'est-à-dire qu'on considère que l'école n'est pas là pour accueillir tout être humain entre 3 ans et 18 ans, quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit. En acceptant tout. En acceptant tout. Alors qu'il y ait des formations, enfin que tout le monde aille à l'école, etc. D'accord, mais pas à n'importe quelle condition. C'est la différence entre enseigner et éduquer? De fait, alors moi je suis un peu partagée, je vois que les enfants sont de plus... Moi ils ont 18 ans, donc je dis enfants, mais enfin mais parce qu'ils se comportent aussi de plus en plus comme des enfants. Oui. Mais de fait, on voit des carences parentales et familiales qui existent. Enfin, je veux dire, c'est indéniable que... Mais justement, la responsabilité des parents, quand on voit ce jeune homme avec ce pistolet en plastique, on a le sentiment qu'il a été complètement à côté de tout ce qui est... éducation, rapport à l'éducation. Comment on peut expliquer aujourd'hui aux parents qu'ils doivent prendre leurs responsabilités absolument et que l'école ne peut pas tout? Alors moi, j'ai une optique qui est différente, moi. Enfin, il y a une carence éducative. Après, on peut exercer des pressions comme effectivement supprimer les allocations, ce genre de choses. Mais un parent qui ne veut pas s'occuper de son enfant, enfin, on peut pas le forcer. Très concrètement, je ne vois pas trop comment mettre en pratique le fait qu'il s'en occupe. Donc moi, j'ai une idée qui renvoie un peu à la Grèce antique où justement on considérait que l'école devait s'occuper de l'éducation, que ça ne relevait pas de la sphère privée familiale, mais que ça relevait de la sphère politique, enfin de la sphère de la police, de la société, puisqu'on formait les futurs citoyens. Je rejoins un peu ça, c'est-à-dire que de fait les familles sont souvent défaillantes, enfin en tout cas plus qu'avant, ça c'est sûr, même si elles ne le sont pas toutes heureusement, mais bon voilà, et que du coup ça devrait être à l'institution de prendre le relais, justement, et on sent aussi, je dis ça aussi parce que je sens que les enfants qui sont en déshérence attendent ça. C'est-à-dire ce qu'ils ne trouvent pas chez eux, ils veulent le trouver dans l'institution, et ils ne le trouvent pas. Et en fait, moi je pense qu'il faudrait avoir une vision beaucoup plus, on va dire, ferme de l'institution scolaire, et dès le plus jeune âge, effectivement, considérer que, qu'on le veuille ou non, on a tout de même une dimension éducative. Voilà, d'accord, ok. Mais considérer que, ça court de 3 à 18 ans, enfin... Voilà. D'accord. Et qu'on se substitue aux parents, non pas sur le plan affectif, etc., parce qu'on n'est pas là pour ça, mais sur le plan justement des limites
Oui. qui ne sont pas données à en ne pas famille. dépasser. Voilà. Ah oui, donc c'est une réponse différente quand même ce que vous nous apportez là, parce qu'on a tendance à entendre un peu partout qu'il faut pas du tout substituer les parents et que chacun doit avoir son rôle. L'école doit simplement enseigner et pas éduquer. Oui, mais sur le plan, enfin c'est ce que je disais, moi je suis très pragmatique. En fait, sur le fond, oui, évidemment que je suis d'accord. Voilà, mais on est 8 heures par jour à l'école. On est 8 heures par jour. Et puis un parent qui ne veut pas. Voilà, qui ne veut pas, donc qu'est-ce que... Et les enfants, justement, dont les parents ne s'occupent pas, donc peuvent être effectivement très pénibles à l'école et réagissent de façon assez inattendue, justement, à tout ce qui est autorité, alors qu'on a l'impression qu'ils supportent rien, qu'ils sont à fleur de peau. Et en réalité, on se rend compte que quand on est face à eux et que justement on pose les limites et que sans être intimidé, eh bien en fait c'est extrêmement efficace. Donc ce qui veut dire qu'ils attendent ça. Oui. Et ça calme énormément les relations qu'on a avec eux et ça les calme eux aussi. Oui, ils se sentent épaulés. On s'intéresse à eux, voilà, c'est-à-dire d'une façon un peu vigoureuse. Oui. Mais, et même moi, je vois de ceux de 18 ans, donc j'imagine si ça marche avec des grandes dadés de 18 ans, avec un les enfant, plus petits, oui. Voilà. Et bien c'est sûr. pour ça j'insiste sur le fait qu'il faut le faire tout du long, en fait. Et sur le plan, alors sans du tout, je veux dire, on ne pourra par contre absolument jamais se substituer à la dimension affective bien sûr. et familiale. Ça, bien c'est sûr. pas, voilà. Bien sûr. Mais dans la mesure où les limites sont de moins en moins transmises, où les enfants sont de plus en plus déstructurés quand même, eh bien, oui, l'école en tant qu'institution, d'accord. je pense. Donc c'est pas c'est pas un phénomène nouveau, ça évidemment continuera à exister malheureusement. Donc là, cet épisode, la façon dont ça a été traité médiatiquement, pour terminer, dernière question. Vu que vous avez été à l'intérieur de ce système, comment, d'après vous, le traitement est apporté aujourd'hui par le monde de l'image? On est tellement abreuvé par les images. Est-ce que c'est plutôt bénéfique? Est-ce que ça ouvre la conscience des parents? Est-ce que ça ouvre la conscience des Français d'être à ce point connectés à l'image d'une violence pareille? Est-ce que ça aide le propos? Je pense que oui, d'une certaine façon, il y a une prise de conscience qui se fait chez les parents, oui, je pense. Grâce à l'image, parce qu'on n'est pas, vous dites, vous l'avez vécu vous aussi, et ça arrive tous les jours. Je crois qu'il y a 450 cas tous les mois de ce genre de problème, par jour même, je crois. Donc là, grâce à cette image-là, on prend conscience. Donc il faudrait peut-être mettre des caméras dans les classes pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe en réalité. Là, c'est un cas particulier, mais ça arrive souvent. Oui, mais pareil, c'est parce que les téléphones portables, ça fait quand même un moment qu'ils peuvent filmer. Et ça fait un moment que, quand même, il y a cette possibilité-là. Donc, en fait, je ne suis pas sûre du tout que ce soit, la caméra la solution. Non. Comment dire ? Là, je pense que c'est sorti, il y a une conjonction, mais voilà, que j'ai pas encore analysée, donc je peux pas en parler plus que ça. Mais je pense que voilà, ça fait 10 ans qu'on peut filmer avec des téléphones portables, même plus. Enfin, donc c'est pas ça la différence. Ce genre de vidéo, je pense, a déjà existé. Ça a déjà existé, ça a déjà tourné. J'en suis certaine. Là, c'est donc une conjonction c'est pas ça, mais la solution est plus, oui, dans la reprise en main, en termes d'autorité et d'arrêter de considérer que tout le monde, indistinctement, peut aller à la même école, parce que ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les mêmes écoles, elles diffèrent en fonction des quartiers, oui, et puis des régions. Comment dire, quelqu'un qui souffre de problèmes psychiatriques, non, ne va pas pouvoir être scolarisé de la même façon qu'un autre. Alors parfois oui, mais parfois non. Et en tout cas, il y a un truc qui est très simple, c'est que dès qu'un élève déroge à la règle, quelle qu'en soit la raison, il faut plus de sévérité. Il faut appliquer la règle. Enfin, voilà, c'est ça le c'est critère. Ça, c'est qu'on a peut-être laissé une forme de laxisme, dites-vous. Oui, il y a encore 2 ans, 3 ans, la consigne très claire qui m'a été énoncée, et dans les établissements et au rectorat, était de ne pas sanctionner. C'était le mot d'ordre officiel. Donc il y a une forme d'abandon aussi. Voilà. C'était la bienveillance, la remédiation, la compréhension. Et on m'a dit, voilà, un élève qui m'avait traité de salope, etc. On m'a dit, j'avais osé demander un conseil de discipline. Et on m'a expliqué au rectorat, très doctement, que s'il m'avait tapé dessus, là... peut-être qu'on aurait ma demande aurait été légitime. Voilà. Mais que, donc, à défaut, non. Ouais, c'est vraiment le drame. Voilà.
le pistolet est un drame, de le voir et donc se faire frapper aussi, mais pas forcément d'être traité de salope. En fait. Voilà, et menacé. Voilà. Donc il y a une hiérarchie en fait, il y a une hiérarchie qui n'est pas vraiment juste. Tout à fait, bien sûr, et donc il faut attendre qu'il y ait des coups physiques pour que là on commence à songer à un conseil de ce qui est délirant. Enfin, ce qui est mais complètement délirant, complètement. Voilà, et ça ce qui explique pourquoi on en est là aujourd'hui aussi. Tout à fait. Ça fait peut-être 30-40 ans que ce laxisme pointe le bout de son nez, donc aujourd'hui on en a les résultats. Tout à fait, et on m'a même, non seulement on m'a dit ça, mais on m'a dit, on m'a, culpabilisé du fait que vraiment j'étais d'un égoïsme absolu, puisque je ne songeais pas à l'avenir de ce jeune. J'allais le priver d'un avenir sans aucun doute extrêmement brillant par ma volonté extrêmement égoïste et narcissique de réclamer une sanction sous prétexte qu'il m'avait traité de salope, ce qui n'était pas... C'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Et lui, par contre, je n'hésitais pas une seconde à prendre le risque de gâcher son avenir en lui faisant risquer une exclusion. Voilà, très bien. Voilà. Donc en fait, là, tout est dit. Enfin voilà, on comprend mieux ce qui s'est passé vendredi dernier au regard de ce que vous nous dites. Donc n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture de ce livre qui est sorti récemment. Donc il y a un an, du mammouth au Titanic, et le titre veut tout dire. Il nous rappelle Claude Allègre, le Titanic, c'est le bateau qui a coulé. Donc voilà, donc en fait tout est dit dans le titre et on se retrouve. Merci d'avoir accepté l'invitation de La Ruche Média. J'étais ravie. Et on se retrouve très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.